Bonjour et bienvenue dans Humain, le podcast qui parle d'IA différemment, de faire entendre d'autres voix de l'IA, pas pour parler de RAG, de data ou de puissance de calcul, mais plutôt pour parler de vous, de nous, des impacts de l'IA sur notre quotidien, sur la façon de communiquer, de travailler, de collaborer. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Albert Moukabert. Bonjour. Albert, docteur en neurosciences, psychologue clinicien, auteur, conférencier. Et j'aime bien te qualifier d'expert en destruction des croyances. Comment Ok. tu te définis par rapport à ça? Euh, J'aime bien qu'on change d'avis. Je dirais pas destructeur de croyances, mais j'aime bien qu'on change d'avis. Par rapport à toute l'euphorie qu'il y a aujourd'hui autour de l'IA, c'est un buzzword, on l'entend partout, que ce soit dans les communications gouvernementales avec toutes les annonces, etc., mais aussi dans les entreprises, dans les médias. Que pensez-vous aujourd'hui de, de, de ce qui se passe autour de l'IA? Euh, je pense que ça dépend de ce qu'on veut dire par IA. Mhm, C'est-à-dire, je pense que pour plein de gens aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle de LLM, mhm, alors que les IA, c'est pas juste les LLM. Il y a des IA qui sont hyper intéressantes sur détecter des cancers, trouver des exoplanètes, modéliser le cerveau, etc. Et puis il y a les IA face consommateur, j'ai envie de dire, grand public, les chats GPT, les Gemini, les Midjourney. C'est un outil, comme il y en a eu des tonnes dans l'histoire de l'avancée technologique, ou en tout cas du développement technologique des humains. C'est quelque chose qui est encore très récent. Et en général, quand des choses sont très très récentes, j'essaye de ne pas avoir une opinion très tranchée sur le sujet. C'est Ok, comme ça. tu as parlé d'outils. Est-ce que tu penses que c'est un outil comme les autres? On a vu, par exemple, avec l'arrivée de Google, comment on a délégué une partie de notre mémorisation. Avec l'arrivée des smartphones et du répertoire sur le téléphone, on n'apprend plus les numéros. Là, aujourd'hui, c'est des sujets où on parle d'IA qui remplace notre façon de penser, où on délègue notre façon de penser. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui va vraiment impacter cette partie-là de notre fonctionnement cognitif? Oui, mais c'est pas quelque chose de particulièrement fou. C'est-à-dire, on parlait de Google et de tout ça, mais Platon, il y a plus de 2000 ans, il avait peur de l'écriture. Il disait que l'écriture va abîmer la mémoire des gens. Parce que si on peut écrire, bah avant c'était une tradition d'oralité. Donc, je sais pas, il faut que vous racontez une histoire, il faut la retenir. Et maintenant, quand on écrit, on va plus retenir. Mm. Et donc, on sera moins bon en mémorisation, encore la mémorisation, parce que on va écrire, on va devenir flemmard. Au final, bon, c'est pas si mal sorti, je pense. En tout cas, on ne sait pas, parce qu'on a inventé l'écriture. À quoi ressemblerait la civilisation sans écriture? Je sais pas, mais je pense que plein de choses seront plus compliquées. Euh, mais est-ce que ça veut dire que c'est pas grave parce que c'est déjà arrivé? Non. On a tout le temps de la vigilance qui est importante. Et chaque nouvelle technologie arrive avec son set de challenges qui vont être souvent différents de celles d'avant. C'est-à-dire, l'écriture n'a évidemment pas les mêmes défis que la calculatrice. La calculatrice n'a pas les mêmes défis que l'électricité. C'est-à-dire, Mm. vous imaginez le changement massif qui a dû avoir lieu euh, quand on est passé de la chandelle à l'électricité, Mm. et le train, et les voitures, et tout ça. Et maintenant, c'est l'IA, et oui, effectivement, on va probablement déléguer certaines parties de notre raisonnement, pas juste de notre mémoire. On va les externaliser. Mais est-ce que c'est bien ou pas bien? Bah, ça dépend de comment on se place. C'est des postures presque philosophiques. Il y a des gens qui disent, OK, on va pouvoir déléguer, c'est une très bonne chose. Ça va nous laisser du temps et de l'espace mental pour penser à autre chose. Mhm. Il y a d'autres qui disent qu'on va devenir bête et débile. Mm. Moi, souvent, je suis plus inquiété par les applications et les gens qui développent ces outils parce que vu que chaque technologie a son challenge, je pense que le challenge qui arrive avec l'IA est très différent du challenge qu'on avait avec l'écriture, par exemple, Mhm. et qui est la modélisation de un très grand nombre d'humains. Donc, la prédictibilité de comportement, de vote, de consommation, etc. Donc des portes aussi pour de la manipulation, qui aiguille ces algorithmes. Il n'y a pas de transparence. Le courant électrique, aujourd'hui, il est stabilisé. Donc
c'est assez transparent. Je sais combien de jus je suis en train de recevoir dans ma prise électrique chez moi. Je sais qu'il est produit. Il n'y a pas une éditorialisation de l'électricité a priori, etc. Avec peut-être l'IA, est-ce que ça va être utilisé par des gouvernements pour faire de la surveillance de masse? Est-ce que ça va être utilisé pour, au contraire, faire du diagnostic de masse et désengorger les hôpitaux? Est-ce que ça va être utilisé pour modéliser le consommateur et mieux le cibler avec des pubs? Est-ce que ça va être utilisé pour identifier des cibles militaires pour bombarder d'autres pays? Est-ce que ça va être utilisé pour tricher à l'école? Donc, je suis plus inquiet par les concepteurs, développeurs et ceux qui vont les utiliser en application. En gros, une sorte de souveraineté de nos vies. Moi, le sujet central qui oriente la majorité de mes réflexions, c'est l'agentivité. C'est combien est-ce que je suis agent de ma vie. Et pour moi, le plus important, c'est de maximiser l'agentivité des individus. Si tu peux donner un peu L'agentivité, plus. c'est combien est-ce que j'ai une marge de manœuvre sur ma propre vie. En gros, combien est-ce que je décide, qu'est-ce que je fais, donc que j'ai les conditions matérielles qui me permettent une large marge de manœuvre, donc avoir un bon salaire, avoir une maison, avoir mes biens biologiques assurés, mais aussi une marge de manœuvre dans mes choix de consommation, etc., etc. On sait on n'a pas une sorte de libre arbitre total. Certains même diront qu'on n'en a pas du tout, mais en tout cas, il y a une sorte de choses qu'on peut organiser la société d'une certaine manière pour augmenter ou diminuer, si ce n'est pas la vraie agentivité, au moins le sentiment d'agentivité, mais ça c'est un sujet beaucoup plus large et philosophique pour le débattre maintenant. Est-ce que l'IA va augmenter l'agentivité parce que ça va rendre la connaissance accessible à plein de gens qui peut-être auront du mal, avec un agent conversationnel qui peut expliquer et prendre la main à des personnes qui, je ne sais pas, n'ont pas eu un cursus universitaires ou académiques et qui sont intéressés par les mathématiques ou par la programmation. Est-ce que ChatGPT va les aider? Personne qui n'a pas accès à un coach sportif, est-ce que ChatGPT ne peut pas leur donner un programme sur 6 mois sur comment s'occuper de leur santé et tout? Dans ce cas-là, c'est très bien, je suis très content, on augmente l'agentivité des gens et tant mieux. Même si on perd en contact humain, mais s'il n'y a pas d'humain disponible, il n'y a pas d'humain disponible, c'est comme ça. Ou est-ce que ça va réduire l'agentivité en me montrant les résultats que les concepteurs du truc ont envie qu'ils me montrent, parce que c'est des paramètres et on peut bidouiller les paramètres pour que la réponse soit plus comme ci, soit plus comme ça. Je pense qu'une fausse croyance que je retrouve souvent sur les LLM, en tout cas, c'est que c'est plus objectif, alors que pas du tout. Alors, c'est tout aussi biaisé et tout. Mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que tu as raconté sur l'influence qu'il y a aujourd'hui des IA, parce que les réseaux sociaux derrière, c'est des IA qui analysent, qui analysent le comportement des utilisateurs et que du coup les orientent les contenus en fonction de ces éléments-là. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre ce qu'on voit aujourd'hui et l'impact des réseaux sociaux sur les individus, leur façon de travailler, leur façon de réfléchir, et des LLM qui, en plus de cette orientation qu'on pourrait qualifier d'algorithmique, il y aurait aussi une baisse d'agentivité, mais d'autres mécanismes mentaux qui ne faciliteraient pas justement cette autonomie. Et ça dépend, encore une fois. Il y a deux écoles de pensée. Il y a une école de pensée qui dit si moi je délègue, j'externalise une partie de mes processus mentaux, ça me libère du temps pour autre chose. Donc ça augmente mon agentivité. Au lieu de passer, je sais pas, on prend l'exemple de la calculette, au lieu de passer des heures à faire un calcul différentiel, je peux l'avoir en 1 seconde et le résultat, je vais l'utiliser pour faire autre chose. Au lieu de devoir aller à la bibliothèque, chercher dans l'encyclopédie le sens d'un mot, puis je sais pas, je suis intéressé par l'histoire, je veux savoir c'est quoi, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé je sais pas, en Amérique latine au XXe siècle, au lieu que je parte dans une encyclopédie, que je cherche le Pérou, puis que je cherche l'Équateur, puis que je cherche le Chili, etc., etc., etc. Si je pouvais aller sur Encarta, pour ceux qui se souviennent de Encarta, et taper chaque pays et lire, c'était plus rapide, et je vais utiliser cette connaissance pour faire autre chose. Ici, aujourd'hui, je peux aller demander directement à un LLM, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé? Et après, je vais utiliser cette connaissance pour autre chose. Le problème, c'est dans cette connaissance, il peut y avoir des choses qui sont fausses, mais je ne vais pas le savoir, parce que
j'ai pas lu plein de sources, j'ai juste une source, etc. Donc c'est une très mauvaise idée de mettre tous ceux dans un seul panier. Et donc il y a les gens, l'autre école qui dit, bah voilà, il va y avoir des choses fausses, ça va augmenter, ça va donner une illusion de connaissance. En fait, vous avez rien compris, parce que ce processus d'aller chercher, de fouiller dans des encyclopédies, de lire un livre puis un deuxième qui est contradictoire, etc., fait partie de cette temporalité nécessaire au raisonnement, et du coup c'est un net négatif. Et d'autres qui disent non, au contraire, on est juste en train de raccourcir l'accès à la connaissance, qui est la partie la moins intéressante d'une réflexion. Et au contraire, ça va permettre aux humains, une fois que cette technologie est stabilisée, que tout le monde baigne dedans, que l'effet de nouveauté soit passé, ça va nous permettre de réfléchir beaucoup mieux. Et ça dépend des technologies. Parfois, ça a eu un effet et d'autres pas. Je sais pas, le GPS est un exemple sur ça. Certains disent, bah, maintenant, on est beaucoup plus efficient, on part du point A au point B, on est plus efficient. Et d'autres disent, ouais, mais on ne se perd plus, les vacances sont beaucoup moins sympas, parce qu'on ne tombe plus sur le resto sur lequel on était tombé par erreur parce qu'on a pris une mauvaise route, parce qu'on ne prend plus de mauvaise route et qu'on ne fait plus de rencontres fortuites parce que tout est millimétré sur le GPS. C'est des conceptions de vie, il n'y a pas de bien et de faux. Moi, je ne suis pas un grand fan de l'efficience, donc je penche plutôt vers les deuxièmes, de l'importance de se tromper, de galérer un peu. Je trouve que galérer, c'est parfois quelque chose qui est formateur. Pas juste formateur, on apprend. Je parle pas de galère, genre galérer, pas pouvoir payer son loyer. Hein. Je parle de galère intellectuelle, c'est-à-dire galérer de plus vraiment comprendre où est-ce qu'on en est et de dormir un peu désespéré en se disant je vais jamais comprendre et le lendemain de trouver une source qu'on avait ratée. Probablement que tout ça va être enlevé et il y a des gens qui disent oui, bah tant mieux quoi. Toi tu aimes bien la souffrance intellectuelle, pas tout le monde l'aime et du coup j'ai pas un avis très arrêté sur le sujet encore. Et du coup, tu as évoqué justement ces deux écoles et qu'il y a cette école qui nécessite... Merci d'avoir regardé ou écouté ce podcast jusqu'au bout. Je compte sur vous pour liker, partager ou commenter, nous dire ce que vous avez aimé, ce qu'on pourrait améliorer, en parler un maximum autour de vous et surtout, posez vos questions. J'aurai un immense plaisir à y répondre. Je suis toujours Mohamed, vous êtes sur Humain et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.